Bonjour à tous. Je suis Clémentine de l'équipe Community chez Malte et donc accompagnée du coup de Laurence que vous voyez qui va vous présenter ce Malte Academy. Rapidement, avant le début officiel de ce Malte Academy, je vais faire une petite présentation pour laisser le temps à tout le monde de se connecter et également vous expliquer un petit peu comment fonctionne Livestorm. Donc déjà, n'hésitez pas à nous dire si vous ne nous entendez pas dans la barre chat où vous pouvez du coup écrire des messages pour nous dire si voilà il y a un problème de son, d'image ou quoi. Et également, n'hésitez pas à poser vos questions à travers cette barre chat. Bon, parfait. Merci beaucoup, Marlène. Du coup, très rapidement, hop, je vais partager mon écran. Tac. Et hop. Rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qu'est-ce que Malte? Nous sommes une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. Donc, nous sommes basés en France, à Paris et Lyon, en Espagne et en Allemagne. Donc, nous avons une communauté de 180 000 freelances. Justement, Laurence en fait partie et comme pas mal d'intervenants sur les Malte Academy sont freelance et font partie de notre communauté. C'est pour ça qu'on est capable de vous proposer autant de webinaires sur différents sujets. Donc 180 000 freelances pour 90 000 clients. Donc ça fonctionne sous forme de profil où voilà, on vous aide en fait à trouver des missions lorsque vous êtes freelance. Donc si vous avez besoin de plus d'informations sur Malte, afin de ne pas entre guillemets polluer le webinar, je vous invite à envoyer toutes vos questions à community@malte.com. Je redirai du coup l'adresse en fin de webinar. Également, bien noter que ce webinar est enregistré. Donc tous les replays sont disponibles sur le site que vous voyez sur ma slide. Donc pas hésiter à aller, normalement il sera mis en ligne plutôt fin semaine prochaine. Donc pas hésiter à aller regarder les replays déjà disponibles, plus à aller regarder aussi tous les webinars qui vont être mis en ligne là jusqu'à fin juillet. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je vais me mute et Laurence, je vais te laisser du coup prendre la parole et te présenter aussi également. Merci Clémentine. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente donc Laurence Salvador. Je suis coach spécialisée pour tout le domaine de la carrière professionnelle, la résolution de conflits, la communication non violente, tout ce qui a trait au changement. J'interviens auprès des entreprises, mais aussi auprès des particuliers. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des non-dits et des conflits. Qui est un sujet qui est récurrent pour des personnes qui viennent me voir. Même quand je fais un coaching sur le changement, on zoome sur la notion des conflits, car il est primordial de savoir comment se comporter et comment gérer un conflit que l'on peut rencontrer, que ce soit dans le domaine professionnel que dans le domaine du particulier. Je vais vous partager ma présentation. J'espère que vous la verrez tous. Voilà, j'espère que c'est OK pour vous. Donc cette notion des conflits, on la rencontre, comme je vous disais, dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie privée. On a tous été confrontés à un conflit à un moment donné, ou face à quelqu'un qui utilise comme moyen de communication les non-dits, c'est-à-dire qui ne communique pas ou qui communique mal. Et donc, il est important de savoir comment réagir, comme ça nous impacte sur le domaine de la vie privée et de la vie professionnelle. On sait que dans la vie professionnelle, il peut y avoir une absence de collaboration, une baisse de la créativité, par exemple, quand on est face à un conflit. Dans la vie privée, ça peut nous amener à l'isolement, ça peut nous rendre agressifs et ça peut même aller jusqu'à des séparations dans certains cas. Donc, cette notion de non-dit, elle est importante déjà de savoir qu'est-ce qu'un non-dit. Donc, c'est effectivement le fait de ne pas communiquer, mais pas que. Par exemple, quelqu'un qui ne veut pas communiquer laisse transparaître physiquement un message très souvent.
Vous pouvez avoir quelqu'un qui lève les yeux au ciel, quelqu'un qui baisse son regard, qui se détourne, quelqu'un qui serre les poings quand vous lui parlez. C'est forcément qu'il y a un problème de communication et il faut comprendre pourquoi il y a ce problème de communication. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tout découle de ce qui nous compose véritablement, que nous sommes faits d'émotions, que nous sommes construits avec ce que nous avons vécu, mais aussi avec notre approche culturelle, nos représentations de la société. Et tout ça fait un mix qui fait qu'on réagit d'une certaine façon et pas d'une autre. Et tout ça compose des croyances qui nous sont propres et que les autres ne connaissent pas. Donc, lorsqu'on interagit avec eux, ils n'ont pas cette connaissance de qui nous sommes, de comment nous fonctionnons. Et des fois, il y a des dérapages, effectivement. Donc, ce qui est important en premier lieu, c'est de connaître les bases du relationnel. Qu'est-ce que c'est les bases du relationnel? C'est comment on fonctionne. Qu'est-ce qui nous a construits? On sait qu'une relation qui est une relation qui fonctionne bien, ce sont des personnes qui se respectent. Hormis cela, quand on est en relation avec quelqu'un, il y a 4 grandes étapes. La première à savoir, c'est que personne ne fait le choix de recevoir l'information qu'il reçoit dans la manière dont il la reçoit, tout simplement parce que quand quelqu'un vous parle, vous réceptionnez une information d'une certaine façon et qui est en lien complet avec ce que je vous ai dit il y a un instant de votre culture, de votre représentation de la société, de votre vécu. Et même si la personne vous envoie un message qui peut être neutre ou positif, quelquefois, on peut le recevoir d'une façon négative du fait de notre vécu ou de nos représentations. La deuxième étape à savoir, c'est que personne ne fait le choix de traiter une information reçue de la manière dont il la traite. Donc ça nous appartient, ça nous est propre. Hein. Quand vous recevez l'information, vous la recevez et vous l'entendez en fonction de vos croyances et vous allez la traiter. Hein, donc votre cerveau va la traiter d'une certaine façon qui est en lien aussi avec vos croyances. Et le traitement de cette information va vous permettre de répondre à votre interlocuteur d'une certaine façon. La troisième étape, c'est que personne ne fait le choix d'émettre une information de la manière dont il l'émet. C'est la même chose. Dans le même cas où vous émettez une information, vous la recevez une information d'une certaine façon, et ben celui qui va vous parler, il va le faire avec ce qui le compose, ce qu'il est, c'est peut-être ses jugements, c'est sa personnalité, son vécu. Et donc, il faut comprendre que quelquefois, quand on est blessé ou frustré lorsque quelqu'un nous dit quelque chose, c'est que c'est pas forcément qu'il veut faire mal, hein, l'individu qui est en face de vous, c'est simplement qu'il le fait avec ses moyens, avec ce qu'il est. Et la quatrième étape, c'est que si je réagis mal à ce que l'autre m'envoie, c'est moi qui dois entendre ce qui a été blessé. C'est pas l'autre, il peut pas savoir. Donc, il faut se questionner plutôt que de rentrer dans des non-dits, de se taire, de rentrer en frustration ou de rentrer sur une réaction agressive ou en retrait. Il faut prendre le temps de comprendre ce qui a été blessé en soi pour éviter d'être dans l'impulsion. Et quand on prend ce temps de recul, de réflexion, eh ben, on va rentrer en relation avec l'autre d'une façon qui est différente. Déjà, rien que ça. Donc, vous voyez, cette notion-là de ce qui nous compose est primordiale. Il faut comprendre qui on est. Il faut comprendre comment on fonctionne et pourquoi on fonctionne comme ça. C'est vraiment une base à acquérir. Et cette base-là, à travers le coaching, eh ben, on fait ce travail-là de comprendre qui on est. Je dirais que quand on comprend qui on est, on comprend aussi ses besoins. Donc les besoins,
Vous en avez sûrement entendu parler, mais la difficulté, c'est que la plupart du temps, on n'identifie pas ses besoins parce qu'on ne nous a pas appris à identifier nos besoins. Nos modes de société ne nous permettent pas, dans notre éducation en tout cas, d'apprendre à être à l'écoute de nos besoins. Et ben, il faut aussi apprendre cette notion-là. Et quand on parle de besoins, eh ben, on va parler, je pense, plusieurs d'entre vous doivent connaître, de la pyramide de Maslow. Alors Maslow, il a créé cette pyramide en 1943, donc il y a fort longtemps. Il faut savoir qu'il l'a finalisée en 1970, donc il a mis le temps. Il a défini 5 grands besoins fondamentaux pour l'être humain, qui sont les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, d'estime et d'accomplissement. Et Maslow partait du principe, dans sa théorie, il part du principe que on ne peut pas arriver à un besoin, à un palier supérieur, c'est-à-dire qu'il faut avoir comblé le niveau de sécurité pour pouvoir travailler et accéder à notre besoin d'appartenance. Alors aujourd'hui, c'est plus le cas. De nombreuses études l'ont démontré. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un individu qui se retrouve sans emploi. On convient que les moyens financiers sont plus les mêmes, donc son besoin de sécurité va être atteint, il va être déstabilisé. Pour autant, cet individu décide de faire partie d'une association d'entraide pour les personnes qui sont en difficulté. Cette action auprès de cette association va lui permettre d'acquérir une estime suffisante de lui-même. Et de fait, d'être plus performant dans sa recherche d'emploi, d'être plus performant dans son ciblage de recherche d'emploi, parce qu'il aura comblé son niveau d'estime. Et pour autant, son niveau de sécurité, bah, il n'est pas comblé, il est instable. Donc, toutes les études qui ont été faites depuis 1970 démontrent qu'il y a eu un changement par rapport au moment de la création de la théorie de Maslow. C'est qu'on peut atteindre un niveau supérieur de la pyramide sans pour autant avoir comblé tous les niveaux inférieurs. Je vous ai mis aussi sur cette pyramide, pour vous donner d'autres normes, d'autres indications, c'est Marshall Rosenberg. Marshall Rosenberg, il a créé la communication non violente. Et dans sa théorie, il met en avant 9 besoins fondamentaux que je vous ai inclus dans la pyramide de Maslow pour vous montrer que ça se croise, qu'il y a une cohérence, même s'il y a des appellations qui sont différentes. Rosenberg, il dit que dans ces besoins qui sont nécessaires à l'être humain, il y a le besoin physiologique qui reste, il y a l'interdépendance, le jeu, la relation et l'autonomie, la célébration, l'intégrité, et lui, il met aussi le 9e palier, c'est la spiritualité, qui ne rentre pas dans la pyramide de Maslow, mais qui peut être aussi dans l'accomplissement. Ça dépend comment vous voyez les choses. Et donc, vous voyez qu'il y a une cohérence dans cette notion de besoin. Et il faut savoir que, pour un autre exemple, en analyse transactionnelle, il y a 3 besoins fondamentaux qui vont être le besoin de structure du temps, de son intimité, l'organisation. Il y a le besoin de stimulation physique, intellectuelle, émotionnelle et le besoin de reconnaissance. Et si on met ces 3 besoins fondamentaux de l'analyse transactionnelle, ils se croisent aussi avec Maslow et Rosenberg. Donc, quelle que soit la méthode, quelle que soit la théorie, il y a vraiment une impulsion qui est donnée sur cette nécessité de connaître ses besoins. Donc, ce que je vous propose déjà, c'est de regarder, je vous ai mis à côté de la pyramide des mots pour que vous puissiez déjà percevoir, mettre en mots vos besoins. Je ne sais pas, est-ce que déjà vous arrivez à détecter, vous, des besoins qui ne sont pas comblés? Je vous laisse un petit instant. Je vais vous donner un exemple qui me concerne actuellement, si ça peut vous aider. Pour moi, mon besoin qui n'est pas comblé, c'est un besoin de temps.
où je me suis laissée déborder et prise par le temps et l'accumulation d'événements. Et là, je suis en train de travailler, de me recentrer pour, m'organiser différemment et avoir un peu de temps pour moi. Et ce temps pour moi me permet d'avoir plus d'énergie, d'être plus performante, d'être plus à l'écoute. Vous voyez, cette nécessité de besoin, elle a toujours une influence sur nos comportements et sur nos aptitudes. Donc là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a déjà certains d'entre vous qui ont des besoins qui ne sont pas comblés? Vous pouvez les noter. Si vous avez des questions sur les besoins, c'est le moment. Vous pourrez les poser aussi tout à l'heure. Mais sachez que c'est une étape sur laquelle il faut réfléchir, cette notion de besoin. Et cette étape, elle est très importante parce qu'elle articule après, quand on ne respecte pas ses besoins, on est dans une notion de conflit. D'accord? Donc, on va continuer parce que je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. D'accord. Donc, si on a Marine qui demande qu'est-ce que l'interdépendance et les jeux et quel rapport? Alors, l'interdépendance et les jeux, les jeux, c'est le besoin d'être bien, d'être en interaction avec les autres, d'être dans la joie, d'être dans le plaisir, la notion plaisir. Et l'interdépendance, c'est le fait de se sentir en sécurité avec les autres. Est-ce que ça répond à votre question, Marine? Ok. Donc, je vais continuer, car une fois qu'on a travaillé les besoins, eh ben, il faut travailler l'étape suivante, qui est pour moi un outil qui est précieux, c'est le triangle dramatique de Karpman. Alors, Stephen Karpman, pareil, il a créé sa théorie en 1968. Et on travaille toujours avec cette théorie-là. Elle est toujours valable. Vous voyez, c'est vraiment une interrogation, que ce soit sur les besoins ou sur le relationnel en général. C'est un travail qui est fait depuis quand même de nombreuses années. Et Karpman, il s'est rendu compte qu'il y avait un dysfonctionnement dans les relations en général des gens qui croisaient. Il a fait une étude là-dessus, il a créé cette théorie du triangle dramatique de Karpman, qui est pour lui des jeux de manipulation de la communication. Et donc, il a choisi, pour représenter sa théorie, Karpman, un triangle inversé qui est posé sur sa pointe. Si vous voyez ce triangle et qu'on vous dit que c'est le triangle dramatique de Karpman et qu'il n'est pas sur sa pointe, c'est que c'est pas Karpman. Hein, il insiste sur cette notion du triangle sur la pointe parce qu'il a, lui, détecté que dans le relationnel en général, il y a 3 types d'individus qu'il a appelés le persécuteur, le sauveur et la victime. Et il part du principe que dès qu'on est dans un de ces jeux de rôle, on dysfonctionne, la relation ne va pas bien, et donc il a choisi la pointe, le triangle sur la pointe, pour montrer que ça se casse la figure, que dès qu'on est dans ces jeux de manipulation de la communication, la relation se casse la figure. Il a choisi aussi le triangle, car, et il a mis à la pointe de chaque du triangle les noms des rôles des individus qu'il a détectés, pour montrer qu'il n'y a pas un rôle qui est meilleur qu'un autre. C'est pas parce qu'on est sauveur que c'est mieux que d'être persécuteur, mieux que d'être victime. Dès qu'on est dans un des rôles détectés par Karpman, eh ben, ça apporte des frustrations à tous les coups. Et donc, il dit, Karpman, ça pique et ça fait mal. C'est pour ça qu'il a choisi les pointes. Et il montre aussi par son schéma que, quel que soit le rôle, vous voyez, la même distance au niveau entre chaque rôle montre qu'on peut passer d'un rôle à l'autre très facilement. Et
Un persécuteur peut être victime, une victime peut être sauveur, et un sauveur peut être persécuteur, victime, et ainsi de suite. On peut interagir sur les 3 rôles. Et on est tous, à un moment donné, on a tous eu ces 3 rôles, parce qu'on n'a pas pu faire autrement. Il nous est sûrement arrivé à tous d'être persécuteurs à des moments donnés, à d'autres d'être victimes et à d'autres d'être sauveurs. Et pourtant, ce qu'on peut savoir, c'est que Cartman dit que pour lui, c'est comme une pièce de théâtre. C'est pour ça qu'il appelle ça des rôles. C'est comme une pièce de théâtre. On joue là, on joue, on se fait mal. Et dans ce jeu-là, on peut passer d'un rôle à l'autre très vite, mais d'une façon, d'un seul coup. Donc il appelle ça un coup de théâtre, Cartman. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu des pièces de théâtre, mais souvent c'est ça. Il se passe une intrigue et d'un coup, plaf, tout le monde change de rôle, les positions changent. Et ben c'est pareil dans la communication. Et si on est attentif, ça arrive régulièrement dès qu'on rentre dans ce jeu de communication. Donc ces 3 rôles-là, c'est important de savoir qu'ils existent. Et ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas rentrer dans ces jeux de communication. On y a tous joué. Tous, même moi. Ça m'arrive encore d'y jouer. Pourtant, je connais la théorie, je l'enseigne, mais quelquefois, on est pris par nos émotions et on rentre dans ce triangle dramatique de Cartman. Très souvent, ça n'a pas de conséquences. Moi, je vais vous expliquer, je vous donne un exemple qui me concerne. Quelquefois, il m'arrive le soir, j'ai un petit peu la flemme, j'ai pas envie de bouger, j'ai pas envie de faire les choses. Et je vais prendre ma petite position de victime et puis je vais dire à mon conjoint, bon, écoute, tu sais, ce soir, je suis très, très fatiguée, même si je suis pas fatiguée, j'ai juste la flemme, j'ai juste pas envie de bouger. Je lui dis, est-ce que tu peux faire ça à ma place et tout ça. Et mon conjoint n'est pas dupe, il sait que j'abuse pas, que c'est très rare. Et il va rentrer dans le jeu, et consciemment, je pense, et il va répondre à ma demande. Mais moi, je sais que j'en abuse pas, que ça va être vraiment très occasionnellement. Vous voyez, donc même moi, quelquefois, je l'utilise. Et donc, tous, vous l'utilisez et vous l'utilisez encore aujourd'hui. Et Cartman, lui, il dit qu'il y a 3 types de joueurs. Il y a le joueur occasionnel, c'est comme moi, ce que je viens de vous expliquer, je joue de temps en temps. Il y a le joueur professionnel, où là, il est conscient de ce qu'il fait, il veut obtenir quelque chose, il a un objectif précis, mais le joueur professionnel, si on le met face à sa manipulation, il va ou le reconnaître, ou il va accepter de changer de communication. Et il y a le joueur toxique qui, lui, a testé dans le passé le jeu de manipulation. Il s'est rendu compte qu'en prenant une position ou victime ou persécuteur, généralement, on est plus dans un seul rôle qui est plus affirmé que les autres, ou sauveur d'ailleurs, et ben, on a une identité et on obtient des autres ce dont on a besoin, en tout cas pour un temps. Et une fois qu'on l'a intégré, ça devient pathologique quand on est joueur toxique. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est pas comme le joueur professionnel, vous ne pouvez pas lui montrer qu'il communique mal, que ça ne va pas. Il y a juste une seule solution, c'est prendre du recul et ne pas interagir, ne pas rentrer dans le jeu. Et le joueur toxique, si un jour il s'en rend compte, il peut être accompagné et modifier son mode de communication. Mais comme c'est le seul qu'il connaît, il a du mal à s'en rendre compte. Tout ça pour vous dire que on joue tous. Et je vais vous raconter une petite histoire. Et j'aimerais que vous interagissiez, je vais vous raconter une histoire d'un petit garçon et de sa maman. Et dans le chat, notez-moi, je vais vous demander à des moments donnés quel est le rôle qu'aura pris le petit garçon et sa maman. Et vous me notez pour voir si vous comprenez la mécanique déjà. Hein, c'est pour illustrer ce que je viens de dire. Donc, on a un petit garçon qui doit partir à l'école. Donc, sa maman lui demande d'aller mettre ses chaussures.
Le petit garçon y va, il met ses chaussures, mais ses chaussures ont des lacets. Alors il essaye de faire ses lacets, il n'y arrive pas. Il commence à s'énerver, il crie après sa maman pour qu'elle vienne l'aider. Sa maman lui dit non, j'ai pas le temps, je finis de me préparer, tu dois te débrouiller, tu dois apprendre. Et le petit garçon, voyant qu'il n'arrive pas à ses fins, se met à pleurer. Il pleure, il dit à sa maman que c'est trop difficile, il se plaint, il gémit, et sa maman, elle finit par venir et lui dire ben, écoute, c'est pas grave, je vais te le faire, on prendra le temps, mais là aujourd'hui, je vais te le faire. Et sa maman lui fait son lacet. À votre avis, quel rôle a pris le petit garçon? Quel rôle a pris la maman à ce moment-là? Oui, Vincent, c'est ça. On est victime et persécuteur et la maman. Oui. Alors la maman, elle n'a pas pris le rôle de persécuteur. Elle a juste refusé de rentrer dans le jeu. Elle a pris recul en disant je dois me préparer. Par contre, elle a pris le rôle de sauveur après. Oui, c'est ça. Hein. Mais le petit garçon, au début, il a pris le rôle de persécuteur en criant. On persécute la personne pour qu'elle interagisse. Donc vous avez compris. On va continuer l'histoire pour voir. Donc ce petit garçon, la maman le pose à l'école et tout se passe bien. Et la récréation arrive et le petit garçon, son lacet se défait pendant qu'il joue avec ses copains. Et ses petits copains, voyant qu'il n'arrive pas à faire son lacet, toujours pas, se moquent de lui, le charrient, et le petit garçon, eh ben, il a honte et il se met à pleurer. Sur ses entrefaites, voyant le petit garçon pleurer, la maîtresse arrive et vient vers lui, le console et lui fait son lacet. À votre avis, les petits copains, ils avaient quel rôle? Et le petit garçon avait quel rôle? Et l'institutrice avait quel rôle? Oui, persécuteur, effectivement. Les petits copains, ils ont pris la position de persécuteur sans s'en rendre compte. Le petit garçon, il restait sur cette notion de victime, parce qu'il a compris que ça fonctionnait. Et l'instit, eh ben, sauveur, effectivement, vous avez raison. C'est exactement ça. On continue l'histoire pour voir. Donc, la journée se termine, la maman est chercher le petit garçon. Hop, tout va bien. Le petit garçon, il est tranquille. Et sa maman lui pose la question, alors, comment s'est passée ta journée? Ça s'est bien passé? Qu'est-ce que tu as fait? Et le petit garçon repense à la récréation. Et en repensant à la récréation, au fait qu'il a honte, il se met en colère auprès de sa maman, contre sa maman, sans qu'elle comprenne elle pourquoi, parce qu'il n'exprime pas. Là, il y a un non-dit, vous voyez. Il n'exprime pas pourquoi il se met en colère, mais il se met en colère après elle, il crie, il s'énerve. La maman ne comprend pas, elle finit par arriver chez elle à bout, et d'un coup elle éclate et elle s'énerve en lui disant mais c'est pas possible, tu m'énerves, et puisque c'est comme ça, tu es puni, tu vas dans ta chambre. Et à votre avis, et le petit garçon va dans sa chambre et se met à pleurer. Quel, quel rôle a le petit garçon et quel rôle a la maman? Ouais, persécuteur puis victime. Et les deux ont eu cette notion de persécuteur. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, complètement. Donc, vous voyez, ce que je veux vous montrer, euh, oui, il y a le côté violent et manipulateur, c'est vrai, chez le persécuteur. Mais chez la victime, il y a aussi une forme de manipulation, hein, parce qu'il veut obtenir quelque chose. Et quand on est sauveur, on manipule sans s'en rendre compte, parce qu'on empêche l'autre d'être autonome, d'être indépendant. Et donc, c'est pas mieux que d'être sauveur. Euh, ouais, parce qu'elle est mise en colère. Vous voyez ce que je vous disais au début, la notion des émotions.
La maman, elle est prise par une émotion, elle ne sait pas comment agir avec l'enfant, elle ne trouve pas d'autre moyen pour qu'il s'arrête que de se mettre en colère. Et en se mettant en colère et en punissant, elle devient persécutrice. Et ce que je veux vous montrer vraiment, c'est qu'on peut passer de l'un à l'autre très vite. Dans une même conversation, ça bascule. Et, euh, et donc, on n'est pas mieux sur une position que sur une autre. Alors là, Raphaël me demande, donc se mettre en colère fait forcément de quelqu'un un persécuteur? Pas forcément, pas forcément, mais très souvent oui. Pas forcément, parce que quelqu'un qui se met en colère peut se mettre, des fois, vous avez des personnes qui se mettent en colère contre elles-mêmes, donc elles se persécutent elles-mêmes. Ça, c'est encore autre chose. Quand elles se mettent une personne qui se met en colère va déclencher un jeu de la manipulation, de toute façon. C'est qu'il veut du répondant. Je suis d'accord là-dessus. Il veut du répondant. Donc, il va être important à la personne qui est en face de savoir comment réagir, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Et c'est bien d'exprimer sa colère dans la mesure où elle donne une indication à la personne qui est en face d'une frustration et d'un besoin qui n'est pas satisfait. Dès que vous avez quelqu'un qui est en colère, il faut vous poser cette question-là. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et donc, il faut comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas pour faire retomber la colère. Et quelquefois, la colère, il faut la laisser s'exprimer. Moi, je dis, il y a des individus qui se mettent en colère puisqu'ils ont trop de frustration. Il faut les laisser faire. Il ne faut pas les écouter. Enfin, il ne faut pas prendre pour soi ce qui est dit. Il faut se mettre en recul, les laisser seuls. Et après, on revient dans la communication. Est-ce que ça vous convient, Raphaël? Donc, cette notion de Karpman, lui, dans sa théorie, bien sûr, il a fait en sorte de nous donner les moyens de ne pas rentrer dans ces jeux de manipulation. Et un des moyens, je vais vous donner des exemples de sa méthode. Je vous donne 2 exemples, parce qu'ils sont quand même nombreux, on n'a pas le temps de tout voir, mais qui peuvent vous aider. La première méthode, c'est l'attribution d'une étiquette. Comme son nom l'indique, ça consiste à attribuer à l'autre une étiquette. Du style, on va vous dire, bah, toi qui es comme ça, si tu dis ça, c'est parce que tu es machin. Quand on est manager, c'est normal qu'on réagisse comme ça ou qu'on dise ça. Voilà. Dès qu'on vous colle une étiquette, c'est qu'on vous invite à jouer. Et là, il ne faut pas rentrer dans le jeu. Il faut essayer de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Une autre des méthodes, c'est le 100%. Et celle-ci, elle est vraiment flagrante aussi. Elle est facile à détecter, à repérer. On va trouver les mots toujours, jamais, encore, à chaque fois, comme d'habitude, absolument certain. Tous ces mots assassins, moi j'appelle ça des mots assassins. En exemple, par exemple, on va dire avec toi, on ne peut jamais discuter. Peut-être qu'on ne peut pas discuter avec moi là, à l'instant, parce que je suis occupée, j'ai des choses à faire, mais jamais, ça veut dire que je ne suis pas capable d'être en relation avec les autres, vous voyez. C'est vraiment un mot assassin. Un autre exemple, c'est quand on va vous dire, il faut toujours que tu dises le contraire. Le contraire. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'écouter l'autre. Et dès que vous avez ces mots-là, comme ça, il faut prendre du recul. Vous aurez la présentation, oui. Je ferai en sorte que vous ayez la présentation. Donc, vous voyez, il en existe d'autres, hein, des moyens et des méthodes pour repérer ces invitations à jouer. Mais ces deux-là sont parlants quand même. Donc, comment ne pas rentrer après dans ces jeux de communication? Moi, je dis en premier lieu, il faut apprendre à les repérer. Donc, j'apprends aux individus que je suis à les repérer. C'est une étape. On apprend à les repérer. On ne cherche pas à éviter la communication ou à rentrer dans le jeu. On les repère. Et à force de repérer ces jeux, même si c'est après coup, on va impulser mentalement une autre méthode de fonctionner. Et on va pouvoir apprendre. Après, ça va être les méthodes pour ne pas y rentrer. Et après, ça va être quelle posture je prends,
comment je rentre en communication de façon différente. Et là, effectivement, on peut faire différemment. Mais cette étape de détection, de repérage de l'invitation au jeu, c'est la première étape et elle est importante. Il y a aussi, que je voudrais partager avec vous, une notion de Cartman que moi, je trouve géniale, tout simplement, je peux dire géniale. Parce que quand j'ai découvert la méthode, ça m'a complètement permis de relativiser le fait que j'ai pu jouer ou que je joue encore. Donc, cette notion-là, Cartman appelle la solution à 10%. Et vous allez voir que, du coup, on culpabilise beaucoup moins et on relativise sur le fait de jouer et d'être pris des fois dans des conflits ou dans ces invitations de jeu. La première solution à 10%, c'est qu'il y a 10% d'intention positive dans tout ce qui nous est dit, de quelque rôle que ce soit. Même si on vous persécute, la personne qui vous persécute, elle le fait parce qu'elle pense qu'elle va vous aider à avancer, à changer, à faire les choses différemment. Donc, il y a 10% d'intention positive. La deuxième solution, c'est qu'il y a toujours 10% de vérité au moins. Quelqu'un qui va vous dire, écoute, tu devrais utiliser ce process plutôt qu'un autre, il va bien, là, je vois que tu t'en sors pas, mais avec ce process, ça ira bien. Il y a, même si ce process ne vous convient pas ou que vous avez déjà projeté d'améliorer votre organisation, n'empêche que la personne a sûrement déjà testé ce process et pour elle, il fonctionne. Même s'il ne fonctionne pas pour vous, mais pour elle, il fonctionne. Donc, il y a 10% de vérité au moins. Il faut savoir aussi que la troisième solution à 10%, c'est que 10% de la population aurait agi de même. Et moi, là, déjà, ça m'a enlevé un sacré poids. Je me suis dit, mais oui, là, je viens de me laisser prendre. N'empêche qu'il y en a 10% de la population qui aurait fait comme moi. Donc, Laurence, c'est pas grave. Tu feras mieux la prochaine fois. L'essentiel, c'est que tu l'as repéré et t'as pas à être culpabilisé pour quelque chose que 10% de la population aurait fait comme toi. La quatrième solution, c'est que 10% de ce que nous disons est faux. Au même titre qu'on dit 10% de vérité, il y a 10% de ce qui est dit qui est faux. Quelqu'un qui vous persécute, forcément, même si il y a des choses qui peuvent vous paraître justes dans ce qu'il dit, il y a forcément 10% de choses qui sont fausses. Parce que d'abord, il n'est pas vous. Rien que pour ça, il y a 10% de faux. Donc, il ne peut pas savoir ce que vous avez véritablement besoin. Et voilà, je voulais partager avec vous cette notion qui est pour moi fort intéressante. Est-ce que vous avez des questions sur ce triangle dramatique de Cartman, sur les jeux de manipulation? Je vous laisse poser vos questions dans le chat. Comme ça, on va pouvoir vous donner, je vous donnerai après l'outil qui, moi, m'est très précieux pour éviter les conflits et désamorcer les conflits. Je vous laisse poser vos questions. Je vais continuer et puis n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai après si vous voulez. Et donc, je vais vous donner une des solutions pour finir ma présentation, qui est la communication non violente. Et la communication non violente, c'est Marshall Rosenberg qui a créé cette théorie, je vous l'ai dit en début. La communication non violente, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de communiquer dans le respect d'autrui, donc avec bienveillance, mais aussi dans le respect de qui nous sommes. Donc être bienveillant envers l'autre, mais être aussi bienveillant envers soi. Et cette méthode, elle peut paraître un peu scolaire au départ, mais elle fonctionne et plus on la pratique et plus on intègre cette méthode en fonction de notre personnalité. On va y mettre nos mots, on va l'aménager pour qu'elle soit plus facile et plus fluide
Parce qu'au départ, quand on l'utilise, eh ben, c'est un peu scolaire, ce que je vous disais. Les personnes qui sont en face s'en rendent compte un petit peu. Mais il faut tester sur des choses qui ne sont pas trop importantes. Et quand vous aurez besoin de dire quelque chose qui est primordial pour vous, que ce soit quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, ou que vous avez besoin de désamorcer un conflit, eh ben, la communication non violente, elle fonctionne. Et un des moyens de savoir pourquoi elle ne fonctionne pas, si ça ne fonctionne pas, c'est Marshall Rosenberg dit pour savoir si vous avez bien communiqué, si la personne en face de vous vous répond non, qu'elle veut pas, elle veut pas vous répondre, c'est que vous avez mis des jugements dans l'expression de votre communication. Vous voyez, ça c'est. Donc là, je ne vais pas vous expliquer toute la communication non violente, c'est un sujet vraiment à part entière. Là, on peut y passer un autre atelier, parce qu'il y a vraiment une méthode très spécifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, tout le temps presque, on a tendance à communiquer au niveau des jugements, avec des jugements. On porte des jugements parce que on a notre éducation, on a notre vécu, tout ça, donc on fonctionne en mode jugement. Et Marshall Rosenberg dit que les jugements que nous portons sur les autres sont l'expression tragique de nos besoins non satisfaits. Vous voyez, on revient au départ à cette notion de besoin. C'est ce que je voulais, c'est boucler et vous faire comprendre que les besoins sont primordiaux. La compréhension des jeux de manipulation aussi et la communication, elle intervient après. Et il faut apprendre à communiquer autrement. Vraiment, il faut qu'on apprenne tous à communiquer autrement pour nous faciliter la vie. Alors, je vais regarder vos questions. J'ai Marie qui dit « Je ne comprends pas très bien la notion de 10% d'intention positive. Si une personne nous manipule et nous veut du mal, exemple, une personne nous conseille de faire une action risque sans sachant très bien que ce n'est pas la meilleure chose à faire, sûrement il n'y a pas de 10% d'intention positive dans sa démarche. Et si, parce qu'elle, elle est convaincue qu'elle a raison. Elle est convaincue que même si elle vous donne un ordre, même si elle vous persécute, elle est persuadée que ça va vous faire du bien, que vous allez apprendre de ce qu'elle est en train de vous dire. Comprenez? Donc, il y a forcément de l'intention positive. Et ça, elle n'en a même pas conscience. Enfin, de toute façon, quelqu'un qui vous persécute est persuadé que elle a la connaissance pour vous dire ce qu'il y a à faire. Donc, mais cette notion d'intention positive, elle est vraie, elle reste. Et si vous décortiquez, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu des modes persécuteurs. On pourra prendre tous les exemples et on verra qu'il y a toujours 10% d'intention positive. J'espère que vous arrivez à comprendre où je veux en venir, Marie. Oui. Oui, Emeline, c'est un très bon livre sur la communication non violente. Je suis d'accord. Ouais. Les ouvrages de Marshall Rosenberg aussi. Tout à fait d'accord. Donc, sur les jeux de manipulation, est-ce que vous avez déjà rencontré des jeux de manipulation? Est-ce que vous avez été dans des conflits sur lesquels vous n'aviez pas la main mise, sur lesquels vous vous sentiez impuissant, ou peut-être que vous en vivez actuellement des conflits? Si vous voulez partager avec nous, je peux peut-être vous apporter une compréhension nouvelle sur ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu. C'est peut-être le moment. Alors, parfois, se mettre en retrait, s'éloigner d'un persécuteur toxique n'est pas matériellement possible. Que faire alors? Alors, oui, je suis d'accord, Raphaël, c'est pas toujours évident. C'est pour ça que souvent, il y a cette notion de cassure dont je parlais. Je dirais que je vais vous répondre ce que j'ai répondu à une personne à qui j'ai échangé dernièrement. Si c'est dans le milieu professionnel, vous avez par exemple un manager toxique ou un collègue qui est toxique, qu'est-ce que vous pouvez faire?
Eh ben, il n'y a que, à mon sens, 3 solutions. La première, c'est, se faire en sorte de partir, changer de poste. Si vraiment pour vous, c'est difficile, il faut savoir que quand on a affaire à une personne qui est toxique, elle influence sur nous, elle dépose sur nous, elle décharge sur nous son fiel et du coup, ça peut provoquer sur celui qui le reçoit, des maladies. Donc moi je dis que quand on arrive à un extrême, c'est eh ben, il faut partir. C'est une solution. La deuxième, c'est de rester quand on est dans le monde professionnel et d'agir pour faire en sorte que cette personne elle parte ou que elle ne soit plus directement reliée à vous. Là, vous avez tout le mécanisme de l'entreprise, la hiérarchie, les accompagnements RH, mais c'est pas toujours évident parce que ça peut avoir des conséquences. Et la troisième solution, c'est eh ben, on continue, on accepte de rester la victime de son persécuteur indéfiniment jusqu'à ce qu'il se lasse et qu'il trouve une autre victime. Parce que souvent, c'est ça. À un moment donné, il va trouver une autre victime. Quelqu'un qui est toxique, qui vous persécute, si vous partez, il va persécuter quelqu'un d'autre. C'est obligatoire. Il ne sait pas faire autrement. Donc, dans ces 3 solutions, moi, quelle que soit la solution choisie par les personnes que je suis, je les accompagne pour mettre en route ou un changement de mission ou de rester dans l'entreprise et de les accompagner pour qu'ils fassent les démarches nécessaires, si c'est ce qui convient et si dans l'entreprise c'est possible, ou s'ils décident de rester la victime de leur persécuteur. Là, je mets en garde et j'accompagne pour faire comprendre à l'individu que ça n'a qu'un temps. On ne peut rester qu'un temps parce que ça a trop d'influence sur notre santé, que ce soit notre santé mentale et notre santé physique. Est-ce que ça répond à votre question, Raphaël? Alors, autre question. Est-ce qu'ignorer, éviter au maximum la personne le plus possible n'est pas aussi une façon de partir? Alors oui, on peut éviter quelqu'un, mais elle va venir vous chercher. Donc, il y a un moment donné, c'est pareil, euh, la fuite, il faut la prendre quand c'est trop difficile pour soi. On n'a pas à entendre et supporter la décharge de quelqu'un qui se met en colère, on n'a pas à supporter la persécution de quelqu'un. Donc, on peut se mettre en retrait. Mais quand on est en retrait, on est en frustration. Ça fait partie des non-dits. Donc, ça peut fonctionner un temps, à l'instant présent. Prendre la fuite, ça peut être une sauvegarde immédiate, mais il faut réfléchir et travailler sur soi, sur ce qui est important pour soi, pour, pour comprendre et arriver à interagir avec l'autre pour qu'il arrête, si c'est possible, pour qu'il comprenne que vous n'êtes plus dans la même posture. Il y a certains persécuteurs qui, au bout d'un moment, si vous-même vous changez de communication, de votre mode de communication, ils vont abandonner leur persécution envers vous et ils vont aller chercher quelqu'un d'autre. Alors évidemment, on se dit ils vont chercher quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas bien, mais si, parce que c'est à l'autre de se défendre. On a tous quelque chose à apprendre de ça. Et, le persécuteur, à un moment donné, il faut pas, je sais pas si vous l'avez vu dans le monde de l'entreprise, mais moi je l'ai vu. Souvent, les persécuteurs, à un moment donné, se font persécuter à leur tour. Et ça prend du temps. Mais en tout cas, il faut penser à soi, parce qu'il faut penser aux dégâts que ça peut avoir. Et donc, la solution de retrait, elle est bonne, mais qu'un temps. Ensuite, peut-on changer un persécuteur ou le changement doit venir naturellement de la personne elle-même? Alors, un persécuteur qui est juste un persécuteur professionnel ou occasionnel, on peut le faire changer, on peut faire changer son mode de communication. On n'est pas là pour changer les individus. Chaque individu change parce qu'il le veut bien, parce qu'il impulse la volonté, sa volonté à changer. Et souvent, on a tort parce qu'on se dit qu'on peut faire changer les gens. Non, c'est faux. Hein. On peut juste leur montrer qu'on peut faire différemment. Et par notre exemple, l'exemple que l'on va donner,
eh ben, on va leur donner une indication qui peut les encourager à faire autrement. Mais en tout cas, on n'a pas la possibilité de faire changer les autres. On peut juste leur faire comprendre qu'on ne veut pas communiquer comme ça avec eux et qu'ils doivent communiquer différemment avec nous. Donc, ils vont le faire. Quand vous employez la communication non violente, derrière, si elle est bien faite, les individus vont comprendre et donc vont chercher à rentrer en relation, à discuter. Et là, il va y avoir un partage d'idées, un partage, une cohésion sur la problématique. Mais en tout cas, ne cherchez jamais à changer les gens. Changer juste le mode de communication, c'est déjà beaucoup. Ensuite, dans tous les cas, c'est l'autre de sacrifier ses besoins de sécurité. D'avoir éventuellement la culpabilité de savoir que d'autres vont être persécutés à notre place, tandis que le persécuteur est tranquille. Oui, c'est difficile à digérer, mais en même temps, vous ne pouvez pas vous battre sans cesse pour les autres. Donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre ce qui est important pour vous, pour comprendre vos besoins, et aussi travailler cette notion de responsabilité dans la relation et cette notion de culpabilité. Souvent, enfin moi, quand je travaille ces notions de conflit et de persécuteur, je travaille toute la notion de culpabilité et la notion de la responsabilité. La responsabilité, elle incombe au persécuteur. C'est lui qui fait mal, c'est pas vous. Vous cherchez juste à vous protéger, à trouver des personnes qui sont plus en adéquation avec qui vous êtes, qui vont vous écouter. Et donc, ce persécuteur-là, si vous n'avez pas des moyens, vous n'avez pas la possibilité d'intervenir pour qu'il soit neutralisé, entre guillemets, sachant qu'il sera neutralisé dans un lieu précis, dans un contexte, dans un environnement précis, mais que s'il est toxique, il sera persécuteur ailleurs. Il sera persécuteur chez lui, il sera persécuteur avec sa famille. Donc, mais on peut pas porter cette responsabilité-là, à mon sens. On peut juste montrer à l'individu qu'on n'accepte pas, s'enlever cette culpabilité-là, et puis peut-être que souvent les gens qui sont comme ça persécuteurs ou tout le temps victimes, parce qu'on parle des persécuteurs, mais vous avez des gens qui sont victimes, mais c'est pas plus facile à gérer, une victime qui sans cesse revient et se positionne en victime et qui n'avance pas et qui vous tire avec elle pour que vous restiez dans cette notion de victime et de sauveur. C'est pas mieux. Mais quand on montre à l'individu qu'on n'est pas d'accord, et que ça se multiplie, qu'il y a de plus en plus de personnes qui interagissent avec lui comme ça, il se pose quelquefois la question et il va avoir une prise de conscience qu'il faut qu'il change. Et ça arrive, mais c'est pas si simple que ça. On est bien d'accord. Alors, autre question, est-ce qu'un joueur toxique joue toujours dans le même rôle? Alors, il a toujours un rôle de prédilection. Il aura le rôle plus de victime, de sauveur ou de persécuteur, toujours en premier. Ça va être sa position première de communication. Et dès qu'il aura trouvé quelqu'un pour jouer, il pourra basculer sur un autre rôle, évidemment. Si vous avez par exemple un sauveur, puisque ça fait partie de son identité, qu'on se sent, qu'on a une forme de reconnaissance d'être sauveur, qu'on a besoin de savoir qu'on est utile et qu'on pense que faire les choses à la place des autres, leur apporter les solutions, c'est ça être sauveur aussi. Et c'est bien et qu'on est toujours dans cette recherche d'être sauveur. Il y a des individus qui cherchent toujours des situations pour être dans cette notion d'être sauveur. Et quand ils vont jouer, ils vont rencontrer des victimes et quelquefois, ces victimes vont les persécuter parce que quand un sauveur donne un conseil et que la victime lui dit mais non, tu peux pas savoir, ça va pas dans ma situation, et que le sauveur il continue, il dit mais si, écoute, pourquoi t'as pas essayé ça? Il y a aussi comme ça, et que la victime va continuer à dire non, non, non. Au bout d'un moment, la victime va devenir persécuteur et le sauveur va devenir victime. Voilà.
Autre question, y a-t-il des organisations structurelles que l'entreprise ou l'auto-entrepreneur peut mettre en place qui défavorisent la prolifération des rôles conflictuels? Oui, alors, c'est former les gens à ces notions de conflit. Donc, faire de la prévention sur les conflits. Donc, ça peut se faire à travers de la médiation, ça peut se faire aussi à travers le coaching, faire de la prévention, former déjà les managers sur ces notions-là, sur une façon de communiquer différemment, faire prendre conscience à un manager qu'il doit interagir autrement avec ses collaborateurs. Donc oui, il y a des formations qui existent, il y a des accompagnements qui peuvent être faits pour des personnes qui en ont plus besoin. Moi, en entreprise, j'interviens sur des managers, par exemple, qui ont du mal à changer de posture, à se faire écouter, accompagner au changement, parce que ou ils sont dans un mode de persécuteur lié à leur fonction, parce qu'ils pensent que c'est la méthode qui fonctionne, et ben c'est leur apprendre à manager autrement. Donc c'est possible, c'est faire de la prévention, c'est toujours possible, c'est former les gens à la communication, former les gens à l'expression de leurs besoins. Donc oui, il y a des moyens qui peuvent être mis en place au sein des entreprises. J'espère que je réponds à votre question, Afen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je pense qu'on a fait le tour. Sachez que si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous vivez des situations qui sont des situations de conflit, je répondrai à votre demande. Je pourrai vous guider. Mais en tout cas, ne restez jamais avec ces notions-là. Apprenez à vous écouter, à faire autrement.